Le centre de dialyse du CHU Point G tourne au ralenti par manque de kits. Face à la longue liste d'attente des séances de dialyse, les patients souffrant d'insuffisance rénale chronique manifestent leur mécontentement. Le Made in Burkina en vogue au Mali. La série de la semaine s'intéresse au sujet en lien avec les journées économiques du Burkina Faso organisées pour la première fois au Mali. Nous verrons tout à l'heure les produits burkinabés disponibles sur notre marché, notamment le Faso d'Anfani. Affaire EDMSA, liberté provisoire accordée à l'ancien ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, ainsi qu'à plusieurs anciens responsables impliqués. Les juristes se prononcent sur la question. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour l'apaisement du climat social et le bon progrès du secteur du travail au Mali, les autorités ont mis en place un Conseil national du dialogue social afin de prévenir et gérer les conflits du travail. Cependant, l'un des défis majeurs du gouvernement reste la maintenance de la mobilité de ce conseil. Diana Bassamaki. Le Conseil national du dialogue social a été créé par décret du gouvernement le 9 août 2023. Cet organe consultatif tripartite a pour mission de renforcer les mesures de prévention et de gestion des conflits professionnels, d'assurer une concertation constante entre l'État et les partenaires sociaux dans les secteurs publics, parapublics et privés, ainsi que dans l'économie informelle, afin de préserver une atmosphère sociale paisible. Malgré sa mise en place, le secteur du travail a été secoué par des grèves syndicales, ce qui pousse beaucoup d'observateurs à soutenir la thèse d'un certain immobilisme de ce conseil. Il n'y a pas d'immobilisme, mais tout ce qu'on demande, on demande que les trois parties, le patronat, l'administration et le syndicat, que chacun respecte ses engagements. Parce que c'est une organisation tripartite où chacun a un engagement. Et je pense que la balle est dans le camp du gouvernement. C'est à eux de décider. Le syndicat a fait sa part, le patronat a fait sa part, le reste au gouvernement de prendre toute sa responsabilité. La création du Conseil national du dialogue social est une réponse à la multiplication des mouvements de grève. La maintenance de son mobilisme pour la consolidation de l'acquis social incombe au gouvernement, selon des syndicalistes. Le but, c'est le travail. Il faut travailler et il faut mettre les travailleurs dans les conditions. Le gouvernement a carrément une responsabilité. Parce que le gouvernement, il faut que le gouvernement quand même les syndicats sur le même pied d'égalité. Parce qu'à l'INPS, il n'y a pas que la CNTM, nous avons d'autres syndicats, l'INTM et la CSM. Et si le gouvernement arrive à traiter équitablement les syndicats, il n'y a aucun problème. Mais si on met en relief un syndicat par rapport aux autres, c'est ça qui crée des frustrations. Pour un rappel, le Conseil national du dialogue social est chargé de définir les grandes orientations de la politique nationale du dialogue social, de suivre la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre du dialogue social et de résoudre les conflits professionnels. Au CHU du Point G, pour rupture de consommables, le centre de dialyse est à l'arrêt, une situation qui fâche les dialysés. La question liée à la dialyse est assez complexe. Les dialysés dénoncent des difficultés liées à l'accès au traitement. À cela s'ajoute l'absence des kits de dialyse, mais également le manque d'eau, réduisant le nombre de séances hebdomadaires de 3 à 2. Normalement, nous devrions être dialysés 3 fois par semaine. Mais compte tenu du problème de générateur, au Mali, nous sommes dialysés 2 fois par semaine. Bon, donc, quand la dialyse fait, déjà avec 2 fois par semaine, nous sommes sous-dialysés. Au Mali, nous sommes sous-dialysés. Bon, en plus de ça, si on fait une semaine, 10 jours sans être dialysé, tout le monde connaît la conséquence de ce taré-là. Après ce problème de centre de traitement d'eau, il y a eu le problème de kit. Donc, il y a un manque de consommables. La dialyse a fait un premier arrêt, ensuite un second. Approchez ce mercredi 2 décembre pour en savoir un peu plus sur la question. Les responsables du Point G rassurent n'avoir aucun problème sans plus de détails. Pourtant, selon des sources au sein de l'hôpital, les activités de dialyse sont en arrêt depuis quelques jours pour rupture de consommables. Après une première rupture la semaine dernière, le problème s'est à nouveau invité hier mardi 3 décembre. Le dimanche, il y a eu des traitements, c'était spécial. Sinon, la dialyse ne fonctionne pas le dimanche. Mais c'est parce qu'il y a eu ce long arrêt
qu'ils ont été obligés de travailler le dimanche pour alléger un peu les souffrances des malades. Malgré cela, les consultations se déroulent sans encombre. Selon une source locale à Caille, le problème de la dialyse se pose également au niveau de la première région du pays. À noter que la dialyse est gratuite dans les services publics. Au niveau des privés, les prix oscillent entre 50 000 et 75 000 francs CFA. Nous consacrons notre série de cette semaine aux journées économiques du Burkina Faso au Mali qui se sont tenues du 2 au 4 décembre à Bamako pour parler du Made in Burkina. Le poids de son textile, notamment le Faso d'Anfani sur le marché malien, est indiscutable. Le reportage est signé Soumaïla Fani. Plusieurs années après sa conception, le Faso d'Anfani demeure un produit exotique pour beaucoup d'hommes intègres. Conçu à base de fils de coton lourd non génétiquement modifiés, ce pain tissé de la patrie est un symbole de la révolution sous Thomas Sankara. Ce tissu représente qui je suis et d'où je viens. Parce que réellement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons appris réellement cela, que réellement nous ne devons pas oublier d'où nous venons. Et c'est du tissu réellement où réellement quand je porte, je me sens à l'aise, je me sens chez moi. Et si je les porte que rien que dans les grandes cérémonies. Le Faso d'Anfani, sans trop dire réellement, c'est les mains réellement de nos agriculteurs, de nos parents, de nos pauvres citoyens qui n'ont pas fait l'école et qui ont travaillé, qui ont œuvré afin que nous soyons à l'aise dans cette tenue. Ça, c'est la tenue que Thomas Sankara avait déjà inculquée au Burkinabé, la consommation burkinabé. Et maintenant, s'il s'avérait que d'autres nations s'intéressent à la tenue, je pense que ça serait une bonne chose. Envié par plusieurs voisins du Burkina Faso, ce tissu emblématique d'une qualité reconnue a été modernisé pour répondre aux exigences du marché. Aujourd'hui, il fait son petit bonhomme de chemin sur le marché malien. Il y a beaucoup de femmes qui payent Faso d'Anfani. Je vais payer pour mon mari, je vais payer pour mon mari. Et il y a des hommes aussi qui viennent payer parce que, compte tenu du fait que le Burkina Faso, le Niger, le Mali a une confédération nommée AIS, ça fait que les Maliens s'intéressent beaucoup aux produits burkinabés. Ici, au lieu de l'exposition, c'est le Faso d'Anfani qui domine. Parce que dans presque tous nos stands, il y a les pains Faso d'Anfani. Et on trouve que les gens aussi, surtout nos ressortissants qui sont là aiment nos pailles. Donc, ils viennent, ils achètent. Convoité dans les habitudes vestimentaires, de nombreuses personnes se débrouillent pour en posséder au moins un pour diverses raisons. Depuis que j'étais beaucoup plus jeune, j'ai toujours apprécié nos tenues, notre culture, et je suis très ancré dans la culture africaine. Donc maintenant, me voir porter une tenue pareille n'est qu'une continuité pour moi, et j'estime qu'il est bon pour nous Africains de nous ancrer sur nos valeurs ancestrales et donc valoriser un peu notre savoir-faire. Aujourd'hui, quand vous allez au Burkina, vous voyez sur le gouvernement, la plupart des gens s'habillent comme ça. Les jeunes burkinabés, tout le monde va vers ce qu'on appelle le Faso d'Anfani chez eux. Donc aujourd'hui, nous devons nous inspirer de cela et nous devons aller vers ça. J'aime la tenue d'Anfani parce que premièrement, c'est à 100% africain. Ça vient de chez nous. Les tissus là, c'est les produits du coton, ça vient du coton. Donc c'est naturel quand on porte ces tissus là. On est fier qu'on est africain, on est fier qu'on est habillé à 100% africain. C'est pourquoi moi j'apprécie ces tissus là. Aussi, c'est le patriotisme de porter ces tissus là aussi. Aujourd'hui labellisée, cette étoffe Faso d'Anfani est un produit stratégique pour le Burkina Faso, dont le potentiel de revenus annuel est évalué à plus de 50 milliards de francs CFA, selon son département du commerce. Justement, ces journées économiques du Burkina Faso au Mali ont pris fin ce mercredi 4 décembre. Cet événement significatif a été présidé par l'ambassadrice du Burkina Faso au Mali, marquant un pas décisif vers une coopération économique renforcée entre les deux nations et le Niger. Ibrahim Babi y était pour TMA. Fin des journées économiques du Burkina Faso, un événement qui a mis en lumière les enjeux critiques et les opportunités pour l'artisanat dans l'espace économique de la Confédération de l'AES. L'artisanat, pilier de l'économie locale et source d'emploi pour de nombreuses familles, a été au cœur des discussions. L'événement a permis d'aborder les défis de ce secteur,
tels que le financement, la formation et l'accès aux marchés internationaux, tout en explorant des solutions innovantes pour accroître sa compétitivité et sa qualité. L'objectif de ces journées était clair, créer un environnement propice à l'innovation et à la croissance durable de l'artisanat tout en préservant les traditions et les savoir-faire locaux. En clôturant cet événement, Madame Julienne Dambélé-Sanon a exprimé sa satisfaction et son optimisme quant aux perspectives futures. Satisfait de la bonne tenue de ces journées économiques du Burkina Faso au Mali. Il y a eu de l'engouement. Les opérateurs économiques ont répondu présents afin qu'ils puissent échanger entre eux les bonnes pratiques et pourquoi pas signer des liens de partenariat. Nous avons eu plus de 200 opérateurs économiques qui ont participé à ces journées économiques dont nous sommes réellement satisfaits. Et tout ça, c'est par la grâce de Dieu. Outre l'ambassadrice du Burkina Faso, la présidente de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso a également fait part de son appréhension par rapport à cet événement. En ce sens, je pense que c'était vraiment nécessaire de tenir ces journées. Et nous, acteurs, nous saluons cela parce qu'à l'issue des B2B, à l'issue des communications que nous avons reçues, on a appris beaucoup et on va exploiter ce qui avait comme programme, comme richesse dans ce programme, et ça va nous servir pour contribuer énormément au développement de nos différents pays. La première édition des Journées économiques du Burkina Faso au Mali a ouvert la voie à une coopération économique renforcée avec un accent particulier sur l'artisanat. Cet événement promet de générer des initiatives conjointes et de favoriser un développement économique inclusif et durable dans la Confédération de l'AES. Parlons justice. La Cour suprême a ordonné la mise en liberté provisoire pour l'ancien ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, Lamine Seydou Traoré, et de plusieurs anciens directeurs généraux de l'EDM. Un rebondissement dans l'affaire qui fait polémique. En la matière, des juristes nous édifient sur cette décision de justice avec Aminata Keita. C'est en janvier 2024 qu'une enquête judiciaire sur l'acquisition controversée de 27 groupes électrogènes et de transformateurs, un marché attribué à l'entreprise CAS Construction pour un montant de 6,269 milliards de francs CFA, avait conduit à l'inculpation pour des accusations de faux et usage de faux et atteinte aux biens publics plusieurs hauts responsables de l'EDM-SA. Parmi les personnes inculpées figurent en tête l'ancien ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, Lamine Seydou Traoré, les anciens directeurs généraux d'EDM-SA, à savoir Oumar Diarra et Koureyssi Konaré, ou encore Boubacar Diallo, ancien directeur administratif et financier de la société. Toutes ces personnalités avaient été placées sous mandat de dépôt en janvier 2024. La mise en liberté provisoire de ces personnalités a été accordée par la Cour suprême hier mardi 3 décembre après plusieurs mois de détention préventive, mais également en contrepartie d'une caution de 50 millions de francs CFA pour l'ex-ministre Lamine Seydou Traoré et l'ancien directeur général d'EDM-SA Oumar Diarra et 25 millions de francs CFA pour les autres inculpés. Une information non confirmée ni démentie par les sources judiciaires que nous avons contactées. Cette libération provisoire a suscité diverses réactions au sein de l'opinion publique. Certains y voient une avancée dans l'enquête, d'autres par contre restent perplexes. Pour les hommes de droit, il faudra attendre la tenue du procès pour faire jaillir la lumière. Mais quelque part également, il est quand même important de rappeler que la justice malienne doit quand même respecter les principes fondamentaux du droit, y compris la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable. Par conséquent, la mise en liberté provisoire, lorsque justifiée, c'est une procédure parfaitement légale et constitutionnelle. Selon une source judiciaire qui a requis l'anonymat, cette décision signifie que les accusés restent sous contrôle judiciaire en attendant la suite de la procédure et n'a aucun lien avec la question de culpabilité. La même source précise qu'en général, la décision de mise en liberté est assortie d'un certain nombre de restrictions, à savoir que les présumés doivent requérir l'autorisation préalable du juge pour tout déplacement en dehors de sa localité de résidence. Après sa nomination à la tête du gouvernement le 21 novembre dernier, le Premier ministre général Abdoulaye Maïga a effectué une visite de terrain le 28 novembre à l'EDM, où il a instruit le ministre de l'Énergie Boubacar Diané ainsi que le directeur général de l'EDM Abdoul Djibril Diallo de lui proposer une solution de sortie de crise. Actualité à l'international, l'Arabie Saoudite accueille depuis le lundi 2 décembre la COP16 sur la désertification et la dégradation des terres. Moins connu, ce cycle de négociations a lui aussi été créé en 1992 et vise à restaurer les terres abîmées par l'agriculture intensive et la déforestation. Paul Yapinguesson.
La 16e session de la conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification s'est ouverte ce lundi 2 décembre à Riyad, en Arabie Saoudite, avec cet événement sous le thème « Notre terre, notre avenir ». L'organisation entend placer les sols au centre de l'agenda politique international, au même titre que le changement climatique et la biodiversité. Pendant 12 jours, les experts présents à la COP16 traiteront d'un sujet essentiel, la désertification. Mais il ne s'agit pas de la seule avancée des déserts ou de l'aridité des sols dans le monde. Les chiffres sont inquiétants. Pollution industrielle, agriculture intensive, déforestation, artificialisation. Partout sur la Terre, les activités humaines dégradent la qualité des sols. Pour Ibrahim Thiam, secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, il faut adopter une approche globale face au changement climatique. We found ourselves caught in a vicious cycle that we must break. We can only achieve this if we move beyond the silos that hinder our collective action, and if we adopt a holistic approach that recognizes the constant interaction between desertification, biodiversity loss, and the acceleration of climate change. Le rapport publié dimanche par la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification a notamment souligné le poids que fait peser une agriculture intensive sur la qualité des sols. Le secteur est à l'origine de 23% des émissions de gaz à effet de serre, 80% de la déforestation et 70% de l'utilisation de l'eau douce. L'objectif de la COP16 est donc d'enrayer ce déclin, notamment en fixant des seuils ambitieux de restauration des terres. Il y a 2 ans, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les États s'étaient mis d'accord sur l'objectif de réparer 1 million d'hectares de terres dégradées dans le monde d'ici 2030. Mais selon l'ONU, il faut aller plus vite et viser 1,5 million d'hectares de terres restaurées au même horizon. Au-delà des symboles, les délégations auront à relever un défi majeur, trouver des solutions face à la menace que représente la dégradation des sols pour les systèmes alimentaires mondiaux. Et on termine avec le sport en bref. La 2e journée du championnat national a démarré le 30 novembre dernier. Hier lundi 3 décembre, c'est le Joliba AC qui a clôturé cette journée en s'imposant sur l'Étoile du Mandé avec le score de 2-1. Une victoire qu'il devra maintenir tout au long de ce championnat pour ne pas perdre son titre. Quant à la 3e journée du championnat, elle devrait débuter courant cette semaine. Voilà donc qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à demain, même heure, même plateau.